4 plongeurs prévoient une plongée en grotte de 90 minutes dans le cénote Colimba au Mexique. Tout a débuté comme prévu, mais à la fin de cette plongée, seuls 2 d'entre eux en sont à peine sortis vivants. Ceci est la défaillance fatale de l'accident de plongée du cénote Colimba. Les plongeurs spéléologues font face à un risque constant de vie ou de mort. Les plongeurs spéléologues expérimentés sont conscients du danger constant et apprennent à gérer les différents éléments en gagnant en expérience. En décembre 2004, un groupe de 9 plongeurs s'apprêtait à effectuer leur 2e plongée ensemble lors de vacances au Mexique. Ils allaient entrer dans le cénote Colimba en suivant plusieurs lignes directrices principales et quelques courtes lignes de saut de connexion. Ils devaient en remonter dans le cénote Boschen avant de revenir par le même chemin. Le couple marié John et Bill Downing était un des plongeurs spéléologues expérimentés qui avaient effectué plus de 300 plongées en grotte et étaient certifiés depuis près de 30 ans. Ils étaient accompagnés de 2 amis plongeurs spéléologues certifiés depuis plus de 2 décennies. Kent Hirsch avait effectué 125 plongées et Michael Nast en avait fait 75. Ils plongeaient ensemble depuis des années et sont venus au Mexique pour explorer une partie des 228 miles de tunnels cartographiés du système Sac-Acton de cénote. Ces 2 binômes ont été regroupés en raison de leur taux de consommation de gaz similaire. Il s'agit d'un taux très individuel basé sur la taille, l'expérience, le niveau de confort et le rythme respiratoire naturel. Lors d'une plongée en grotte, la règle est de ne consommer qu'1 tiers de votre bouteille d'air lors de l'allée. Cela laisse 1 tiers pour le retour et 1 tiers pour les urgences ou les obstacles inattendus. Ce groupe était bien préparé et avait effectué une plongée dans ces cénotes seulement 2 jours auparavant. Ils allaient entrer dans la grotte en tant que 2e équipe. Le plan était que l'équipe, avec le guide professionnel, passe en premier et place des marqueurs sur les lignes pour tracer le chemin. Grâce à leurs respirateurs plus performants, ils prévoyaient d'aller plus loin que les équipes 2 avant de faire demi-tour. L'équipe 1 a progressé jusqu'au bout de la ligne principale Colimba, puis a effectué un court saut vers la ligne principale Paso del Lagarto. C'était un bref trajet le long de cette ligne pour rejoindre la ligne principale Bosch-Chen. Cette équipe pourrait faire surface dans le cénote Bosch-Chen et regarder autour d'eux pendant quelques minutes avant de repartir par le même chemin. Au cours de ce premier voyage, le guide a placé des marqueurs personnels non directionnels sur les lignes pour noter les directions prises et les lignes de saut installées. Les petits PNDM, appelés cookies, servirent de marqueurs pour eux-mêmes et de système de communication avec l'équipe 2. Le plan de l'équipe 2 était de suivre le même chemin que l'équipe 1, mais une fois arrivé à la ligne Bosch-Chen, ils seraient probablement au point de demi-tour en fonction de la consommation d'air prévue. Cela signifiait qu'ils sortiraient en premier, suivi de l'équipe 1. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand l'équipe 1 est arrivée à la connexion Bosch-Chen, ils ont constaté que l'équipe 2 avait retiré le biscuit, conformément au protocole établi lors de la planification. La première équipe à franchir le tunnel devait retirer le biscuit, signalant ainsi leur passage à l'autre équipe. Cela encouragerait la 2e équipe à retirer leur ligne de saut installée, laissant ainsi le site propre pour les plongeurs suivants. Alors que le guide menait son équipe vers la sortie, il retirait les lignes de saut car les marqueurs avaient été enlevés. Après 99 minutes dans l'eau, l'équipe 1 a refait surface dans le cénote Colimba avec ses 5 membres. Après être sortis de l'eau, ils n'ont vu aucun signe de l'autre équipe autour d'eux. Ayant quitté les tunnels en premier, ils devaient sûrement être là à attendre. Une recherche frénétique a débuté, le guide se rendant même en voiture à Grand Cénote pour vérifier s'ils y étaient sortis à la place. Aucune trace des 4 plongeurs n'a été trouvée. Ils se sont regroupés à Cénote Colimba et ont commencé à se préparer pour retourner dans le tunnel. 30 minutes après leur remontée, il était clair que l'autre groupe manquerait d'air en raison de leur consommation. Des bulles sont apparues à la surface de l'eau, puis 2 plongeurs ont émergé rapidement. Ils ont frénétiquement raconté l'incroyable histoire de ce qui venait de se passer dans ces grottes. Le 2e groupe progressait sans encombre. Les 4 plongeurs suivaient les lignes principales selon le plan. Bill Downey photographiait avec un appareil sous-marin pendant que tous profitaient de la sereine beauté des grottes. Il y avait plusieurs passages étroits qui demandaient des efforts lents et délibérés pour les traverser en toute sécurité, mais ils prenaient leur temps car leur réserve d'air était abondante à ce moment-là. Ils ont parcouru toute la distance de la ligne Colimba, ont rejoint la Paso del Lagarto pour une courte nage de 3 minutes, puis sont passés à la ligne Bosch-Chen. Michael a vérifié sa pression et a informé le groupe qu'ils avaient atteint le tiers de leur réserve et qu'il était temps de faire demi-tour.
Ils ont récupéré le cookie Bosch Chen et ont descendu le saut jusqu'à la ligne principale de Passo del Lagarto. Malgré le marqueur de ligne, ils ont tourné à gauche en arrivant à la ligne principale de Passo de manière inexplicable. Les 4 plongeurs ont emprunté cette direction sans hésiter. Le trajet aurait dû durer moins de 3 minutes pour parcourir les 25 mètres nécessaires afin d'atteindre le retour vers Kalimba, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont continué sur une distance stupéfiante de 425 mètres avant de se rendre compte de leur grave erreur. Ils se trouvaient au bout de la ligne principale de Passo, à près de 900 mètres de leur sortie prévue. Ils savaient qu'il y avait un long passage à franchir pour atteindre la ligne principale de Grande Cenote explorée quelques jours plus tôt. Cette sortie ne serait qu'à une centaine de mètres et ils seraient en sécurité hors de l'eau. Kent a attaché sa ligne de sécurité au bout de la ligne principale de Passo et s'est mis à chercher celle de Grande Cenote. C'était un écart de 20 storaro ou de 20 mètres, alors il devait vraiment croire qu'elle allait apparaître d'un instant à l'autre. Après plusieurs minutes de nage, sa ligne de sécurité l'a stoppée net. Étonnamment, elle était trop courte pour franchir l'écart. Il a regardé son manomètre et a su qu'il devait rapidement prendre une décision car le temps pressait. Il est retourné à la ligne principale de Passo, distinguant à peine les lumières lointaines des plongeurs s'éloignant à la nage. Il l'avait laissé là. Il se sentit un peu paniqué et nagea après eux jusqu'à ce qu'ils rejoignent le groupe. Pendant que Kent cherchait la Grand Main Line, Michael avait décidé de faire demi-tour. Il vit que l'air diminuait et un rapide calcul montrait qu'ils devaient repartir immédiatement par le chemin qu'ils avaient pris s'ils voulaient avoir une chance de sortir au Cenote Kalimba. Ces tunnels incroyables étaient longs et fascinants, mais il n'y avait absolument aucune poche d'air là-dessous. Si vos bouteilles étaient vides, c'était fini. Les plongeurs faisaient la même constatation. L'air atteignait un point critique de décision. Il serait facile de paniquer en réalisant à quel point vous étiez loin de la sortie, piégés dans ces tunnels étroits remplis d'eau, sans solution rapide. Ils ont vu Michael partir et Kent était absent depuis plusieurs minutes. Ils ont rapidement décidé de suivre Michael vers le chemin connu. Au moins, ils savaient que s'ils revenaient par le même chemin, ils trouveraient le saut pour retourner à Kalimba. Rester calme et décisif était essentiel pour préserver l'air dans leurs bouteilles et sortir vivants. Après 25 minutes de nage tendue, ils trouvèrent le saut et étaient de retour sur la ligne principale de Kalimba, à seulement 30 minutes du Cenote à ciel ouvert. Bill pouvait voir que sa bouteille d'air n'avait plus que 200 livres par pouce carré et il sentait l'air diminuer à chaque respiration. Il s'est approché de Jeanne et ils ont commencé à partager l'air en utilisant l'embout buccal de secours de ses bouteilles. Quand ils sont arrivés aux passages étroits, Bill a dû attendre pendant que Jeanne se faufilait, retenant son souffle pendant qu'il franchissait lui-même l'étroitesse, puis retrouvant rapidement Jeanne et la précieuse source d'air. Avec cette méthode, ils avançaient prudemment ensemble dans l'eau, essayant de ralentir leurs efforts et leur respiration, car ils étaient encore à 15 minutes de la sortie. Michel était devant eux, mais il avait presque complètement ralenti. Une fois dépassés, il a constaté qu'ils partageaient déjà leur gaz, annulant toute chance d'obtenir leur aide. Son réservoir presque vide se vidait complètement alors qu'il cherchait une source d'air. La lumière de Kent remontait le tunnel, apportant avec elle une réserve d'air d'urgence. Kent a donné à Michael son embout de secours et a tenté de le calmer pour économiser l'air restant. Michael avait le moins d'expérience en plongée souterraine du groupe, et d'après sa sortie en solo depuis le bout de la ligne plus tôt, il ressentait le stress de la situation. Kent était un ami loyal et n'a pas succombé à la panique lui-même. Michael et Kent ont continué à avancer le long de la ligne Kalimba, espérant que leur air suffirait pour les derniers 300 mètres de nage restants. Quand Jean et Bill ont percé la surface du Cenote, il restait à Jean moins de 500 psy dans sa bouteille, lui laissant seulement quelques minutes avant qu'elle ne soit complètement vide. Attendre le retour de Kent à la fin de Passo del Lagarto aurait pu leur faire manquer d'air à quelques mètres de la sortie. C'était un moment de survie dévastateur. Ils ont dit aux guides et aux autres avoir vu les lumières de Kent et Michel derrière eux, donc ils ne pouvaient être très loin. Le guide et des plongeurs sont entrés dans le tunnel pour retrouver les deux hommes, prêts à partager leurs embouts de secours si besoin. Des lumières immobiles ont été aperçues à seulement 75 mètres à l'intérieur du tunnel. Les deux hommes s'étaient noyés. C'était une révélation stupéfiante. Ils n'étaient entrés qu'à 5 minutes de la sortie. S'ils avaient simplement fait demi-tour sans chercher la ligne principale du Grand Cenote, ou s'ils s'étaient rendu compte qu'ils allaient dans la mauvaise direction une minute ou deux plus tôt, ou si Michael était resté plus détendu et avait utilisé son air plus efficacement, ils auraient pu s'en sortir.
Après une analyse complète, il a été déterminé que chaque membre aurait dû placer ses propres marqueurs pour indiquer son chemin. Cela aurait rendu chacun responsable. Si cela s'était produit, alors il est probable qu'au moins l'un des 4 aurait reconnu qu'il prenait quand même la mauvaise direction. Cela aurait également dû être évident après plusieurs minutes qu'ils n'avaient pas atteint leur sortie comme prévu. L'expérience de plongée en grotte des Downey et la faible consommation d'air de Jean leur ont probablement sauvé la vie. Kent et Michael ont malheureusement perdu la vie en faisant ce qu'ils aimaient, conscients de l'énorme risque inhérent à chaque plongée.